Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, dans son ambition d'atteindre la couverture énergétique universelle d'ici 2030, le Togo sera l'hôte du premier sommet sur la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest, prévu en décembre prochain à Lomé. Vous en saurez plus sur cet événement dans ce journal. L'Agence internationale de l'énergie atomique, en collaboration avec le gouvernement togolais, a organisé ce lundi et ce jusqu'à demain jeudi un atelier régional sur la sécurité nucléaire. L'objectif est de renforcer la sécurité nucléaire afin de protéger l'environnement et de préserver la santé de la population. Et puis la ville de Lahore au Pakistan enregistre depuis samedi dernier un record de pollution atmosphérique jamais enregistré d'après l'OMS. Les précisions dans un instant. C'est tout pour le sommaire, place au développement. Le Togo accueillera le premier sommet sur la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest, prévu du 3 au 5 décembre 2024. Ce rendez-vous d'échange vise à promouvoir des partenariats stratégiques pour favoriser le développement énergétique régional. Honoré Kata. La capitale togolaise, Lomé, s'apprête à devenir le centre névralgique de la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest. En effet, du 3 au 5 décembre 2024, elle accueillera le tout premier sommet dédié à la coopération énergétique dans la sous-région. Cet événement, conçu pour renforcer la croissance régionale, sera centré sur des partenariats stratégiques dans le domaine de l'énergie. Pendant 3 jours, des experts venus de 16 pays échangeront sur des enjeux cruciaux, à savoir attirer les investissements dans les infrastructures, encourager la coopération transfrontalière, promouvoir les énergies renouvelables, aborder les défis du secteur minier et discuter des réformes politiques et réglementaires indispensables. Le Togo, choisi comme pays hôte, doit cette désignation à son engagement envers l'accès universel à l'énergie. Après avoir organisé en octobre un conclave sur les défis énergétiques du continent sous l'égide de la Commission africaine de l'énergie, le pays confirme ainsi sa position clé sur la scène énergétique africaine. Lors de ce nouveau sommet, les autorités togolaises auront l'occasion de partager leur vision et leur ambition pour le secteur énergétique tout en présentant les stratégies mises en place pour attirer les investisseurs. Avec l'objectif de réaliser la couverture énergétique universelle d'ici 2030, le Togo a déjà atteint un taux de couverture de 68% en 2023 et vise 70% d'ici la fin de l'année. Ce positionnement ambitieux souligne non seulement le rôle croissant du Togo sur la scène énergétique ouest-africaine, mais aussi sa volonté de contribuer à l'essor énergétique du continent. Le ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, général Yak Damhan, a effectué une tournée en vue d'une bonne gestion de la transhumance transfrontalière et nationale. Il a échangé avec les acteurs du domaine pour une gestion apaisée et le renforcement du vivre ensemble. Les détails avec Léonce Sagou. Dans le cadre d'une tournée nationale afin d'assurer une transhumance apaisée et le renforcement du vivre ensemble, le ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, le général Damhan Yak, a initié des rencontres de sensibilisation. C'était à l'endroit des préfets, des maires, des organisations de la société civile, des organisations des producteurs agricoles et éleveurs, les chefs traditionnels, des leaders communautaires et les forces de défense et de sécurité FDS. L'objectif principal est de les sensibiliser et de redynamiser les comités locaux de la transhumance dans toutes les préfectures. Il s'agit de prendre des mesures adéquates pour prévenir et mieux gérer les conflits liés à la gestion de la transhumance. Ceci préservera la paix sociale entre les communautés dans les différentes localités. L'agriculture a besoin de l'élevage et l'élevage a besoin de l'agriculture. Mais nous devons travailler pour que ces deux activités marchent de pair sans se cogner. On ne va pas voir un éleveur comme un adversaire. L'éleveur ne va pas voir un producteur agricole comme un adversaire. L'élevage, ça fait partie de nos coutumes. Mais à nous de savoir gérer pour en faire un élevage de développement et non un élevage de conflit et non un élevage de destruction. S'il y a des endroits prévus pour le pâturage, que le leveur ou le bouvier respecte cet endroit. Si chacun respecte sa prérogative, le problème ne va pas se poser.
Mais si j'ai dit, bah là, ils ont prévu, non, moi je préfère. Alors là où vous préférez, c'est un champ. Vous conduisez les bêtes là-bas, ça va amener des problèmes. Comme j'ai dit, le producteur qui, peut-être il a fait un prêt à la microfinance pour acheter les intrants, il a dû faire travailler les gens, il se dit, bon, si je vends, je pourrais régler tout. Et il vient un matin, tout est parti. Il ne va pas vous applaudir. S'il y a transhumance, qu'elle soit apaisée. En ce qui concerne les forces de l'ordre et de sécurité et les services compétents, ils doivent faire le constat en cas de destruction des biens. Ils doivent aussi être impartiaux et objectifs en vue d'éviter toute frustration, principale cause des violences. Les participants ont aussi pris connaissance des tests en vigueur sur la transhumance à respecter dans le pays. Ils ont été instruits sur comment faire de l'élevage intelligent avec des zones de pâturage aménagées, la production de fourrage, tout en collaborant avec les autorités locales et les FDS. Le ministre a souligné qu'une trentaine de sites ont été aménagés sur toute l'étendue du territoire. Ils serviront de cantonnement et de campement des transhumants. Ces sites seront viabilisés par la construction des forages, des retenues d'eau pour les bœufs et des postes de vétérinaires. Garantir l'absence de conséquences pour la population et l'environnement suite à l'utilisation du nucléaire est une priorité cruciale. C'est dans ce cadre que l'Agence internationale de l'énergie atomique et le gouvernement togolais ont ouvert ce 4 novembre à Lomé un atelier régional sur la sécurité nucléaire qui s'achèvera demain jeudi. Cet événement vise à renforcer la préparation des États face aux risques nucléaires tout en insistant sur la nécessité de protéger l'environnement et la population. Francesca Djessou. La sécurité nucléaire et la protection des populations et de l'environnement sont des priorités dans l'usage du nucléaire, une énergie à haut risque. Un atelier régional de 4 jours se tient actuellement à Lomé, rassemblant des experts d'Afrique de l'Ouest pour renforcer les compétences des États face aux risques nucléaires. Organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique et le gouvernement togolais, cet événement vise à sensibiliser et à améliorer la préparation face aux incidents nucléaires. James Beardsley, représentant de l'Agence onusienne du contrôle atomique, a souligné l'importance d'un cadre national de sécurité nucléaire. Avec l'augmentation des applications pacifiques du nucléaire, il devient essentiel de prévenir et gérer les incidents. Cet atelier offrira aux participants des études de cas pratiques pour encourager une coopération régionale efficace. Cet événement est crucial pour les pays africains, dont le Togo, qui investissent dans les applications nucléaires. Intégrer la protection de l'environnement dans les stratégies de sécurité permet de bénéficier des usages pacifiques du nucléaire tout en protégeant les populations et les ressources naturelles. La FAO a organisé un atelier de formation destiné à 20 experts des structures techniques des ministères impliqués dans la gestion des anomalies climatiques. Tenue du lundi au vendredi dernier à Takwame, la formation a permis de renforcer la capacité technique des parties prenantes afin de garantir l'actualisation et l'adaptation au changement climatique dans les plans de développement. Les précisions dans cet élément. Dans le cadre de l'élaboration des plans régionaux d'adaptation au changement climatique, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a organisé un atelier de formation consacré à 20 experts des structures techniques du 28 octobre au 1er novembre dernier à Takwame. À travers le projet Renforcement des capacités nationales et régionales pour une gestion efficace des risques climatiques au Togo, la FAO veut renforcer les capacités techniques des parties prenantes, dont les agents techniques des ministères clés, afin de finaliser l'élaboration des mécanismes à garantir l'actualisation et l'adaptation au changement climatique dans les plans de développement. Les travaux étaient axés sur la présentation des résultats de l'évaluation du potentiel d'impact climatique sur les risques, les bases scientifiques et physiques du changement climatique. D'autres sujets à débattre à l'avenir portent sur les éléments clés de la conceptualisation du risque et d'évaluation du potentiel d'impact climatique, notamment l'exposition, la vulnérabilité et la capacité d'adaptation. Pour parvenir à un plan d'adaptation qui tient compte des risques
climatiques réelles dans chacune des régions, la FAO forme aujourd'hui des acteurs nationaux à l'utilisation d'un outil que nous appelons CAVA, qui nous permet, sur la base des données météorologiques, des données climatiques et des données socio-économiques, de mieux apprécier le niveau de vulnérabilité climatique de chaque région, surtout en lien avec les thématiques foresterie, agriculture et ressources en eau. L'expert en risque climatique de la FAO, Georges Alvaux-Bertrand, a signifié que cet atelier est d'une importance capitale car le changement climatique est un phénomène climatique qui sévit sur le plan mondial. Ce projet s'aligne aussi sur la stratégie de la Banque mondiale pour l'Afrique qui vise à renforcer la résilience des pays face au changement climatique, notamment la sécheresse et les inondations. La biodiversité du monde s'effondre et c'est le moins qu'on puisse dire. Le dernier rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature le rappelle si bien. Selon ce rapport, le manchot du Cap, qui est la seule espèce de manchot d'Afrique, est en danger critique d'extinction. Viva Samana nous en dit plus dans ce commentaire. Le manchot du Cap, l'unique espèce de manchot d'Afrique, est en danger critique d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le dernier rapport de cette organisation, publié le 28 octobre en pleine conférence des parties sur la biodiversité, rappelle le niveau inquiétant de la disparition de cet oiseau emblématique des côtes d'Afrique australe. Un expert alerte que si nous n'agissons pas vite, nous pourrions assister de notre vivant à la perte de la seule espèce de manchot du continent africain. D'après les estimations, l'on comptait 1 million de ces oiseaux au début du XXe siècle. Actuellement, on en dénombre seulement que 8000 couples. Si le rythme de déclin de la population de cette espèce est maintenu, elle pourrait disparaître à l'état sauvage d'ici les 10 prochaines années. Au vu du grand danger qui plane sur les manchots du Cap, la scientifique Christiana Hagen affirme qu'il ne faut pas abandonner les manchots à leur sort. Elle milite pour la fondation d'une nouvelle colonie de manchots du Cap dans la réserve naturelle de Hope. Précisons qu'il existe 18 espèces de manchots dans le monde et que le manchot du Cap est le seul qui est en danger critique d'extinction. Sa disparition pourrait également porter un coup dur à l'activité touristique des pays d'Afrique australe, surtout à la nation arc-en-ciel. Le Léotobi Laki-Laki, un volcan situé à l'est de l'Indonésie, est entré en éruption la nuit du 3 au 4 novembre dernier. La cause de cette éruption n'est pas encore révélée, mais la catastrophe a déjà fait 10 morts, selon les autorités de la place. Le point avec Rafiatou Mberico. À l'est de l'Indonésie, dans la partie orientale de l'île Flores, le volcan Léotobi Laki-Laki est en pleine éruption depuis la nuit du 3 au 4 novembre 2024. Selon les habitants, l'éruption initiale est passée inaperçue en raison des conditions météorologiques défavorables. Des villages situés près de la montagne sont couverts d'une épaisse couche de cendres, certains endroits en flammes. Des maisons en bois ont été brûlées et le sol endommagé par la lave. L'éruption du volcan Léotobi Laki-Laki, qui culmine à 1703 mètres d'altitude, a coûté la vie à une dizaine de personnes selon les autorités de gestion des catastrophes. L'agence indonésienne de volcanologie a mis en garde contre la pluie qui pourrait provoquer des coulées de lave. Le gouvernement a exhorté les populations à porter les masques pour se protéger. En effet, le volcan Léotobi n'est pas à sa première éruption. Il a été un théâtre de plusieurs éruptions depuis décembre 2023. En janvier dernier, la catastrophe a poussé les autorités à évacuer plus de 20 000 habitants. Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique. La pollution atmosphérique à Lahore, la deuxième ville du Pakistan, a atteint samedi dernier un record 80 fois supérieur à celui jugé acceptable par l'OMS. Selon un rapport de l'agence France Presse, cette situation est provoquée par les émanations de diesel bas de gamme, par les fumées et par le refroidissement hivernal. Vous en saurez plus dans cet élément. À Lahore, au Pakistan, des véhicules se déplacent au ralenti en raison du brouillard provoqué par la pollution.
L'indice de la qualité de l'air a atteint un pic de 1067 avant de redescendre autour de 300. Un record jamais enregistré dans le pays selon l'OMS. Depuis des jours, Lahore est comme chaque année prise dans le smog. Un mélange de brouillard et d'émissions polluantes favorisées par des émanations de diesel bas de gamme, les fumées provenant des brûlés agricoles saisonniers et le refroidissement hivernal. Selon des experts, l'indice de la qualité de l'air restera élevé les 3 à 4 prochains jours. Le 30 octobre dernier, l'Agence provinciale de protection de l'environnement avait annoncé de nouvelles restrictions dans 4 points chauds de la ville, après avoir déjà annulé toute activité sportive en plein air dans les écoles pour 3 mois. Les tchouk-tchouk équipés de moteurs à 2 temps plus polluants, ils sont interdits de même que les restaurants qui font des barbecues sans filtre. Les administrations et les entreprises privées font travailler la moitié de leur personnel à domicile depuis le 4 novembre. Les travaux de construction sont interrompus et les vendeurs de nourriture de rue, qui cuisinent souvent sur des feux ouverts, ferment désormais à 20h. Selon l'OMS, une exposition prolongée au smog peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, maladies cardiaques, cancer de poumon et maladies respiratoires. Le gouvernement du Punjab a appelé les habitants, en particulier ceux souffrant de maladies respiratoires, pulmonaires et cardiaques, ainsi que les personnes âgées, à ne pas sortir de chez eux. L'Union européenne fait office de bon élève en matière de réduction des gaz à effet de serre. Elle enregistre cette année une baisse de 8,3% par rapport à l'année 2023. Ce bon résultat est principalement dû au développement des énergies renouvelables sur le continent européen. Vivas Amana. L'Europe peut se réjouir de ses avancées dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Commission européenne a annoncé récemment une baisse d'émissions de ces gaz de 8,3% cette année par rapport à l'année dernière. C'est la plus forte baisse annuelle depuis des décennies, à l'exception de l'année 2020, lorsque le Covid a entraîné une réduction des émissions de 9,8%. Ce bon résultat est principalement dû au développement des énergies renouvelables sur le continent européen. La Commission assure que les pays de l'Union européenne restent sur la bonne voie pour respecter leur engagement de réduire les émissions d'au moins 55% d'ici à 2030. Les émissions de gaz polluants, qui proviennent principalement de la production d'électricité et du chauffage, ont baissé de 24% par rapport à 2022. Cette baisse significative est due au développement des éoliennes et des panneaux solaires ainsi qu'à la transition vers l'abandon du charbon. Le mix énergétique est toutefois variable selon les pays européens. Malgré le bon résultat enregistré dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l'aviation note une augmentation de 9,5% en Europe. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez partout au Togo et à l'international. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et surtout de l'environnement. Growing TV International, we revive the environment.